Je vous propose maintenant d'aborder la thématique de la transplantation hépatique. Merci Jérôme. Merci Nathalie. Tout d'abord, je remercie Laure Elkrief de Tours qui m'a aidé à préparer ces diapos. Et on avait choisi comme thématique, est-ce que ce qu'on a vu en 2019 annonce ce qui va se passer en 2020 et peut-être, c'est un peu ambitieux, la décade 2020. Donc, on a séparé cette présentation en deux aspects, ce qui se passe avant la transplantation et puis surtout ce qui se passe après la transplantation. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne la période pré-transplantation, vous savez qu'on est à l'ère du MELD et les alternatives, c'est le MELD ou alors le MELD. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que le MELD? Vous savez que c'est un score qui n'est pas parfait, qui n'évalue que la fonction hépatique, qui n'évalue pas les décompensations comme l'acide et l'encéphalopathie, et qui n'évalue pas un certain nombre d'autres paramètres qui, au cours des dernières années, ont émergé, et en particulier ce qu'on appelle la fragilité ou la frailty en anglais. Alors, on peut évaluer la fragilité de différentes façons. Il y a un système qui est très performant, qui a été beaucoup étudié, qui est la sarcopénie, qui a l'avantage d'être quelque chose de très objectif, puisqu'on mesure un volume de muscle. En général, c'est le psoas. Mais il y a d'autres façons de faire, et ça, c'est un papier sur ce qu'on appelle le Liver Frailty Index, qui a été développé par l'Université de San Francisco, et qui est un test qui est très simple, qui n'a pas l'air très objectif comme ça, mais en fait, il l'est, et il est très reproductible. Il est très simple, il est très rapide, et il évalue trois paramètres, donc la force musculaire qu'on évalue avec un appareil qui s'appelle un hand grip, qui est très très simple et qui n'est pas cher. Ensuite, on évalue la capacité à se relever, comme vous voyez sur le dessin du milieu. Donc on mesure un temps, et on mesure également un temps d'équilibre dans trois positions. Et c'est un score qui a été validé, en particulier dans le contexte de la cirrhose en 2017. Et l'année dernière est sorti ce papier américain, multicentrique, avec plus de 1000 malades. Et il s'agissait de patients qui étaient en attente de transplantation, non hospitalisés. Il n'y avait pas les malades avec un CHC. Et dans cette cohorte très large, il y avait environ un quart des malades qui étaient classés, selon le Liver Frailty Index, comme fragiles, ce qui représente une part importante. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé dans cette cohorte un certain nombre de choses. Quelque chose qu'on savait déjà et qui est largement démontré, c'est qu'il y a un lien très clair avec l'acide et avec l'encéphalopathie, c'est-à-dire que les malades qui ont de l'acide sont plus fragiles et les malades qui ont une encéphalopathie hépatique sont également plus fragiles. Ensuite, ils ont regardé quelque chose de très robuste, le décès sur liste d'attente, pour voir ce qui avait finalement un impact. Et on voit que finalement, dans toutes les catégories, les malades sans acide, sans encéphalopathie, mais aussi les malades qui ont les deux, ou l'un ou l'autre, la fragilité est toujours un facteur surajouté de risque de mortalité sur liste d'attente. Et c'est ce qui est montré dans l'analyse multivariée qui est résumée dans le tableau de droite, avec des analyses de sensibilité. Donc on a résumé avec ce tableau, mais dans l'article, si vous le regardez, vous verrez qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont décrites. Mais pour faire simple, vous voyez que dans l'analyse multivariée, finalement, la fragilité gomme l'acide et l'encéphalopathie, ce qui n'est pas rien. Reste quand même le MELD sodium, puisque aux États-Unis, la répartition des greffons est faite avec le MELD sodium, pas avec le MELD simple. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont extrêmement importants, comme l'âge, bien sûr, et puis l'albumine, qui faisait partie, je vous rappelle, d'un vieux score qu'on n'utilise plus, qui est obsolète, mais qui finalement était probablement pas si mal. Alors, l'intérêt pratique pour nous, ce serait d'améliorer le score d'accès à la transplantation hépatique. Dans le cas de cirrhose, on ne parle pas des malades avec un CHC. Vous savez qu'en France, les malades ont des points en fonction de leur score de MELD. Et on pourrait améliorer ce score en tenant compte, par exemple, de la fragilité. On n'en est pas à faire cet index, mais on a décidé l'année dernière à l'Agence de la biomédecine de renseigner, on n'en tient pas encore compte, mais on va renseigner la sarcopénie
quand on va inscrire un malade sur liste, et on pourra ensuite, bien sûr, l'analyser et à un stade ultérieur, modifier éventuellement le score. Alors, toujours pour ce qui concerne la période pré-transplantation, quelque chose qui est extrêmement important, que vous avez peut-être lu dans l'éditorial de ce mois-ci, est-ce qu'on assiste vraiment à un changement de profil des patients pour ce qui concerne la maladie initiale qui va conduire à la greffe? Alors tout d'abord, l'hépatite C, vous savez que c'était l'indication majoritaire dans le monde pendant de très nombreuses années. Et bien sûr, avec l'arrivée des antiviraux directs modernes, avec l'éradication du virus, on a assisté beaucoup plus rapidement que ce qu'on imaginait à une diminution drastique des indications de transplantation pour complications de l'infection à VHC. Et ça, c'est un papier sur l'expérience au Royaume-Uni, mais ça a déjà été rapporté dans de nombreux pays. Et le point important, c'est qu'on voit que quand on prend l'ensemble des malades inscrits pour VHC, depuis l'avènement des antiviraux directs modernes, on a vu une diminution drastique de plus de 2/3 du nombre d'inscriptions. Mais le point qui est important, c'est le graphique du bas, c'est qu'on voit que cette diminution, elle est beaucoup moins importante, elle existe, mais elle est beaucoup moins importante pour les malades qui sont inscrits pour carcinome hépatocellulaire. Donc si on se projette dans l'avenir, certes, on greffera probablement très peu de malades pour complications et décompensation de la cirrhose, mais on va avoir probablement encore, pour un certain nombre d'années, un stock de malades qu'on va discuter en raison de la survenue de carcinome hépatocellulaire. Même si la population vieillit, bon, mais ça va se faire probablement beaucoup moins vite dans ce contexte-là. Alors, la nature ayant horreur du vide, est-ce que et pour faire le lien avec ce qu'a dit Jérôme juste avant, est-ce que l'hépatite C est remplacée par autre chose? Alors oui, elle a été remplacée par autre chose déjà aux États-Unis, puisqu'il y a déjà 5 ans, dans le registre américain, la NASH était devenue la deuxième indication de transplantation hépatique, après le VHC, et depuis ça a changé, puisque le VHC s'est effondré. Ça, c'est un papier qui est très intéressant sur les données du registre européen, qui s'appelle le LTR, qu'il faut prendre quand même prudemment, parce que c'est un registre, donc les données sont toujours un peu critiquables, mais il y a un certain nombre d'enseignements qu'on peut tirer de l'analyse de ce registre qui est paru cette année. Alors, comme aux États-Unis, on voit, c'est la courbe en beigeasse, que l'hépatite C a effectivement drastiquement diminué dans toute l'Europe, donc ça c'est attendu. On voit tout en haut que la maladie alcoolique du foie en vert reste l'indication première, et on voit que la NASH, pour faire court, c'est le bleu foncé qui est tout en bas au début des années 2000, et vous voyez que ça, c'est pas une explosion, mais on voit que on arrive bientôt à 10% en 2016, puisqu'il faut le temps des analyses. Donc c'est probablement plus déjà aujourd'hui. On n'atteint pas les 20 ou 25% des États-Unis, mais on est un petit peu sur le chemin. Donc ça, c'est l'hépatite C, ça, c'est la NASH, et l'alcool qui est le leader. Un point qui est intéressant, c'est quand on compare les malades inscrits pour NASH ou pour autre chose que la NASH, on voit que les malades qui sont inscrits pour NASH sont plus vieux. Ils ont 60 ans en moyenne, ce qui est relativement âgé pour une population de transplantés qui est habituellement plutôt autour de 55 ans. Et un autre point qui est important, qui est probablement lié, c'est qu'il y a environ 40% des malades qui ont un carcinome hépatocellulaire, alors que c'est à peu près un peu moins de 30% pour les autres maladies hépatiques. Ensuite, un autre point qui est très intéressant dans ce papier, c'est la survie, parce qu'on se pose toujours la question de l'indication première de la greffe, de la maladie initiale, et de l'impact à long terme. Et vous savez qu'il faut regarder à très long terme, par exemple pour l'alcool, mais pour la NASH, c'est probablement pareil. Vous voyez qu'historiquement, toujours en beige, l'hépatite C était finalement la moins bonne des indications de transplantation hépatique, à cause de la récidive sur le greffon, et à l'époque des manques thérapeutiques, mais ça n'existe plus et ça n'existera probablement plus. Et vous voyez que la NASH, donc toujours en bleu marine, elle est à peu près au milieu, assez superposable, par exemple, à la maladie alcoolique. Et quand on regarde, cette fois-ci en regroupant toutes les maladies autres que la NASH et la NASH, vous voyez que
que ce soit pour CHC en rose ou que ce soit hors CHC en bleu, il n'y a pas de différence de survie pour les malades greffés pour NASH ou pour autre maladie initiale. Et j'attire votre attention sur le fait que le suivi est à plus de 10 ans et que c'est quand même un recul qu'on peut considérer comme suffisant. Donc il n'y a pas de raison de penser, malgré les comorbidités et malgré l'âge des patients et malgré la grande fréquence de CHC, qu'il s'agit d'une indication qui est moins bonne en termes de survie des patients. Alors, je vais passer maintenant à la récidive de la maladie initiale. Nathalie, tu voulais me poser une question? Non, c'est intéressant. Donc, c'est une maladie émergente, c'est une cause émergente de transplantation hépatique en Europe. Ouais. Est-ce qu'on a des données françaises? Alors, en fait, on n'a pas beaucoup de données parce que dans le thésaurus de l'Agence de la biomédecine, la maladie NASH n'existait pas jusque l'année dernière, enfin 2018. Donc, on a très peu d'informations. Ce qu'on sait malgré tout, c'est que l'année dernière, il y avait environ 6% des patients qui étaient inscrits pour NASH, à peu près la moitié pour NASH comme seule maladie avec ou sans CHC, et à peu près l'autre moitié pour NASH associé à une autre maladie, par exemple la maladie alcoolique du foie ou l'hépatite C. Donc on a vu la période pré-transplantation, on va passer maintenant à la période post-opératoire. Et on a focalisé la présentation sur la récidive de la maladie initiale. Alors, à tout seigneur, tout honneur, d'abord l'alcool. L'année dernière a été publié un papier qui est très intéressant. Donc, vous savez qu'il y a une place pour la transplantation hépatique dans l'hépatite alcoolique sévère réfractaire au traitement, donc aux corticoïdes, depuis le papier franco-belge du New England de 2011, de Philippe Mathurin. Les États-Unis ont mis en place un consortium qui s'appelle Accelerate et qui évalue aussi l'indication de transplantation dans cette indication. Donc ça, c'est un papier qui est sorti à la toute fin, j'ai triché un peu, à la toute fin de l'année 2018, mais qui est très important à mon avis. Ça regroupe l'expérience de 12 centres de transplantation des États-Unis, de malades greffés entre 2006 et 2017, et vous voyez que l'immense majorité, c'est depuis 2011, donc le papier du New England. C'est une analyse rétrospective de 147 malades, ce qui est quand même une grosse cohorte. Les malades étaient sélectionnés, on pourra y revenir un peu de façon différente par rapport à la cohorte franco-belge, mais des critères quand même très restrictifs. Et avec une hépatite alcoolique qui était confirmée sur l'analyse de l'explant parce qu'il y avait très peu de malades qui étaient biopsiés avant. Alors, quand on regarde la caractéristique des patients, c'est ce qu'on connaît, c'est-à-dire des malades jeunes, 43 ans, plutôt des hommes, plutôt des gens, donc vous voyez qu'on a des paramètres comme les assurances privées qui sont typiquement des paramètres américains. Quand même plus de la moitié des malades qui travaillaient et 60% qui étaient avec un entourage familial stable. On voit quand même qu'il y a un certain nombre de patients qui avaient échoué dans des tentatives de réhabilitation, comme la chanson que vous connaissez tous, d'Amy Winehouse. Donc il y a quand même des gens qui avaient une histoire alcoolique dans leur passé. Ils avaient la première décompensation, mais ils avaient quand même des antécédents d'histoire alcoolique. Et puis un autre point qu'on n'avait pas regardé nous en France, c'était l'impact des complications légales de l'alcoolisme. Enfin, on voit qu'ils avaient évalué la consommation, donc la quantité d'alcool qui était consommée juste avant l'hospitalisation. J'insiste là-dessus parce que vous verrez que ça a une importance après. Donc le MELD, évidemment, était très élevé, le MADRE était très très élevé, le score de Lille, comme attendu, à J7, était très élevé. Vous voyez quand même qu'il y avait un peu plus de la moitié des malades qui étaient traités par corticoïdes. Je vous rappelle que dans le papier du New England, c'était plus de 90%, ce qui explique probablement un certain nombre de complications post-greffe, en particulier infectieuses. Donc dans cette série américaine, un peu plus de la moitié seulement. Le délai entre le début de l'hospitalisation et l'inscription était de 13 jours, donc très rapide, et le délai entre la greffe
l'inscription et la greffe étaient de 7 jours. Bien sûr, ces malades étaient priorisés parce qu'ils avaient un MEL qui était très très élevé, mais c'est ce qu'on voit aussi en France ou dans tous les pays qui sont au MEL, c'est-à-dire quasiment tous les pays. Alors, ce qui m'a paru le point le plus important, c'est la rechute d'alcool après la greffe. Donc, il faut noter qu'il n'y avait pas de suivi addictologique systématique dans la majorité des centres. Il y avait une surveillance de la récidive de l'intoxication alcoolique, mais il n'y avait pas de suivi addicto. Et on voit que, et j'attire votre attention encore sur l'échelle de temps, à droite c'est 3 ans seulement, et vous voyez qu'il y avait un taux de récidive d'intoxication alcoolique occasionnelle à 18% et sévère et prolongé à 11% à 3 ans, ce qui est plus que ce qu'on a par exemple dans une cohorte de transplantés pour cirrhose alcoolique hors hépatite alcoolique. Les facteurs qui étaient associés à la rechute, c'était l'âge jeune, comme démontré dans toutes les études, les antécédents de problèmes judiciaires, c'est pour ça que je voulais signaler au début, et également la quantité d'alcool avant la transplantation, c'est-à-dire avant l'hospitalisation, pour la transplantation, bien sûr. La survie, là encore, que à 3 ans, mais vous voyez qu'il y a un impact très important de la rechute alcoolique avec une survie qui est bonne quand il n'y a pas de rechute, mais une survie qui est significativement moins bonne quand il y a une rechute. Les facteurs associés au décès, de nouveau la quantité d'alcool, la rechute, évidemment, et on note que les causes de décès étaient le sepsis, mais il s'agit de malades évidemment très très graves. Et dans le cas de décès tardif, c'est du semi-tardif, 3 ans, il y avait déjà des décès pour récidive de la maladie alcoolique du foie, ce qui montre que ce qui confirme que quand on fait une récidive, ça évolue très très rapidement vers la cirrhose et vers les complications de la cirrhose. Alors ça fait la transition avec un papier qu'on a publié l'année dernière. Donc on a repris la cohorte française multicentrique, Lyon, Montpellier, Lille. On a rajouté des malades de Clermont-Ferrand et de Grenoble. Donc c'est un papier qu'on avait publié en 2015, démontrant et expliquant, illustrant le risque de survenue de récidive alcoolique, récidive de la cirrhose alcoolique du greffon, pardon. Donc on a augmenté le suivi, on a augmenté un peu la cohorte et on s'est focalisé sur ce qui se passait au moment du diagnostic de la cirrhose et après, c'est-à-dire complications et décès. Alors sur le schéma de gauche, je ne vais pas m'appesantir, mais on voit que quand on a un diagnostic de récidive de la cirrhose du greffon, donc ça concerne à peu près 35% des patients qui ont une récidive d'alcool sévère, mais c'est évidemment dépendant du temps. Il y en a un peu plus de la moitié qui fait une décompensation, et pour faire simple, ils finissent tous par mourir. Et quand ils ne font pas de décompensation, là encore, il y a plus de la moitié des malades qui meurent, et ils meurent essentiellement de problèmes cardiovasculaires et de cancer. Et le point qui, pour moi, est très important, c'est ce qui est sur la courbe de survie de droite, c'est que vous voyez qu'un facteur qui est extrêmement important pour la survie ultérieure dès lors qu'on a fait le diagnostic de cirrhose du greffon, c'est le fait de pouvoir avoir de nouveau une abstinence d'alcool. Les malades qui n'arrivent pas à se resevrer meurent tous finalement, alors que les malades qui arrivent à se sevrer, la survie n'est pas très bonne, mais elle est significativement meilleure. Donc ceci pour illustrer que la récidive de l'alcool sévère, ça a un impact majeur et il faut absolument soit mieux sélectionner les malades, d'où la problématique de l'hépatite alcoolique, soit prévenir la récidive de l'intoxication alcoolique après la greffe. On attend peut-être des résultats français encore. Je crois qu'il y a un PHRC en route. Donc tout à fait, il y a le PHRC qui est coordonné par l'équipe de Philippe et de Lille, donc Quick Trans Achat, qui est terminé. Donc dans ce PHRC, on a inclus les malades greffés pour hépatite alcoolique, avec un groupe contrôle qui correspond à des cirrhoses alcooliques en dehors du contexte de l'hépatite alcoolique. On devrait pouvoir avoir des résultats cette année. On aura aussi, donc ça sera présenté à l'EASL, une actualisation de la cohorte du New England, puisque ça a été publié en 2011, donc il y a bientôt 9 ans. On a repris les mêmes malades, on a enrichi par les malades transplantés entre le papier du New England et le début des inclusions dans Quick Trans, dans les mêmes centres. Donc il y a entre 2 et 3 fois plus de malades.
Et on a des résultats à très long terme, parce que contrairement à la cohorte américaine, on va avoir certains malades qui ont été greffés il y a plus de 10 ans, et ça sera très important, et je vous encourage à venir écouter Sébastien Darancy, qui devrait présenter ce travail à la prochaine EASL, avant d'avoir un peu plus tard les résultats de QuickTrans. Alors, toujours pour la récidive de la maladie initiale après la greffe, la CBP, ça faisait longtemps qu'on n'en parlait plus, et on en a parlé beaucoup au début de la greffe, et puis plus trop ces derniers temps, et on en reparle. Vous savez que c'est une excellente indication en termes de survie. Ici, c'est les données de l'Agence de la biomédecine, c'est la courbe en bleu ciel tout en haut. Mais vous savez que la cholangite biliaire primitive récidive après la greffe. Plus on attend longtemps, plus le risque de récidive augmente, et ça peut atteindre, dans certaines séries, plus de 50% 20 ans après la greffe. Par contre, on n'avait jusqu'ici jamais montré que cette récidive avait un impact majeur, en particulier un impact pronostique. Et c'est ce qui a été démontré par une très large étude du groupe Global PBC, donc qui est un groupe international, avec en particulier des centres français. Et ce papier qui a été publié dans Gastroentérologie au début de l'année dernière a repris presque 800 patients transplantés entre 1983 et 2016, donc beaucoup de malades très anciens, dans 13 centres américains et européens. Dans cette cohorte, il y avait beaucoup de malades avec des biopsies, et la récidive de la CBP était, comme habituellement, diagnostiquée par la biopsie, puisque le reste du bilan biologique n'est pas informatif, bien sûr. Donc la récidive de la CBP, ça représentait 30% dans cette cohorte. Les facteurs associés à la récidive, c'était l'âge jeune au moment de la greffe, ce qui a déjà été rapporté, l'utilisation de tacrolimus, ce qui a déjà largement été rapporté, et la cholestase 1 mois après la transplantation, qui était prédictive de la récidive. L'AUDC préventif, ce qu'on a publié il y a quelques années en France, n'avait pas d'impact sur la récidive, mais dans cette cohorte, il y avait très peu de malades sous AUDC préventif. On a retravaillé, on a augmenté cette cohorte récemment, et on a présenté récemment, c'est Christophe Corpechot qui a présenté en particulier à la FEF, que l'AUDC avait un impact préventif majeur, mais il faut qu'il y ait suffisamment de malades qui l'aient reçu. Alors, le point important de ce papier, c'est de montrer que quand il y a une récidive de la CBP après la greffe, eh bien, ça a finalement, alors là, l'échelle de temps a encore augmenté beaucoup, parce qu'on est à 20 ans, mais vous voyez que ça a un impact à la fois sur la survie du greffon et la survie des patients. Donc, finalement, même si ça survient très tardivement, il y a des complications de cette récidive. Alors, je terminerai avec 2-3 diapos qui sont vraiment transplantation. Donc, l'immunosuppression, est-ce que dans les années qui viennent, dans la décade qui vient, on va avoir une nouvelle immunosuppression en transplantation hépatique? Ça fait longtemps qu'on attend ça. On attend ça parce que depuis l'avènement de la cyclosporine au milieu des années 80, l'immunosuppression en transplantation en général et en foie, bien sûr, repose sur les inhibiteurs de calcineurin, donc la cyclosporine puis le tacrolimus, mais il s'agit de médicaments qui sont extrêmement efficaces, mais avec beaucoup d'effets secondaires, insuffisance rénale, tension, un effet carcinogène majeur. Et finalement, depuis de nombreuses années, on essaye de remplacer les inhibiteurs de calcineurin par autre chose, donc soit en donner moins, soit en donner plus du tout. Alors c'est très compliqué. On a eu beaucoup d'espoir avec la 3e classe d'immunosuppresseurs, donc les inhibiteurs de calcineurin, les antimétabolites comme l'Immurel ou le Celcept, et puis les inhibiteurs de mTOR, donc sirolimus et verolimus. Et on a publié, là aussi c'est une étude française, qui évaluait l'intérêt du remplacement du tacrolimus en association au mycophénolate par les verolimus. Donc c'est un papier qui a été publié en 2017 avec un suivi à 2 ans qui a été publié l'année dernière. Donc dans cette étude, on avait montré que remplacer le tacrolimus par les verolimus améliorait, c'était l'objectif principal, améliorait beaucoup la fonction rénale. Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement encourageant. Et donc, cette année, on a publié le devenir à 2 ans. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la vraie vie, c'est ce qu'on attendait, c'est que les malades ne sont pas restés dans leur groupe. C'est-à-dire que les malades qui étaient censés avoir de l'éverolimus, certains, une part
importante, puisque vous voyez qu'il y en a la moitié. Ils sont repassés au tacrolimus pour différentes raisons. Et dans le groupe tacrolimus, qui devait rester sous tacrolimus, il y en a un quart qui est passé sous everolimus. Donc ça, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans la vraie vie, puisque cette étude à 2 ans était une prolongation et il n'y avait pas de consigne. Les investigateurs pouvaient faire les changements de traitement qu'ils souhaitaient, qu'ils jugeaient adaptés. Ce qu'on voit, c'est que c'est le panel de droite. On voit que les malades qui sont restés sous tacrolimus tout le temps, c'est ce qu'il y a en bas, c'est ceux qui ont la fonction rénale la moins bonne. Et ceux qui sont restés sous everolimus tout le temps, c'est la courbe du haut. On voit qu'ils ont la meilleure fonction rénale. Donc certes, la vie du greffé fait que les traitements immunosuppresseurs changent. Mais si on arrive à maintenir une immunosuppression à base d'everolimus, on a une fonction rénale qui est très, très significativement meilleure que sous tacrolimus, qui est le standard, associé toujours au mycophénolate. Et ma dernière diapo, ça concerne une autre voie donc, qui est en train de se dessiner. Donc, je vous ai parlé du sirolimus, de l'everolimus. On se focalise en transplantation rénale depuis de très nombreuses années sur le deuxième signal, qui est le signal qu'on appelle de co-stimulation. Et on a un médicament qui existe depuis très très longtemps et qui est utilisé par les greffeurs de rein, qui est le belatacept, qui n'est pas approuvé, en tout cas pas en France, en transplantation hépatique. Et on a maintenant une nouvelle molécule qui est un anticorps anti-CD40 qui bloque toujours la co-stimulation. Et on a actuellement une étude qui est en cours, donc je ne vous montre pas des résultats, mais je suis de nouveau optimiste. Je l'étais pour le belatacept, donc je le suis de nouveau pour cette molécule, qui est une molécule Novartis, qui s'appelle l'iscalimab, et qui est en cours d'évaluation dans un grand essai européen, comparé au standard, donc toujours tacrolimus et mycophénolate. Et dans cette étude, les malades qui sont dans le bras expérimental, il y a 2 bras expérimentaux, ne reçoivent jamais de tacrolimus. Et si ça marche, ça sera probablement la révolution de la prochaine décade en immunosuppression, en transplantation hépatique.